Salut et bienvenue dans la chronique. Moi, c'est Manon et chaque semaine, je vous emmène en France pour découvrir sa culture, les habitudes des Français et l'art de vivre à la française. Tout au long de sa vie, elle s'est battue pour un monde plus juste. Rescapée des camps de concentration, puis présidente du Parlement européen, elle est par la suite devenue la 5e femme à entrer au Panthéon en 2018. Découvrez le destin hors du commun de Simone Veil, une des plus grandes figures politiques françaises. Le portrait d'une femme extraordinaire qui a révolutionné la vie des femmes et des hommes ordinaires. J'ai choisi de vous présenter cette femme que je trouve particulièrement inspirante. Elle a bouleversé l'histoire par sa force de caractère, sa détermination, son courage. Vous allez voir qu'elle a marqué son époque et pourtant on ne parle plus beaucoup d'elle aujourd'hui, surtout en dehors de la France. Alors, j'ai décidé de vous la présenter. C'est réellement une femme au parcours incroyable que vous devez connaître. Cet épisode est plus long que les précédents. Voyez-le comme un petit reportage. Mais comment résumer une vie riche et passionnante comme celle de Simone Veil en seulement 15 minutes? Je vais parler lentement, mais je vais utiliser des mots plus complexes que d'habitude. J'ai également choisi d'inclure des prises de parole de Simone Veil, ce qui peut être difficile à comprendre, surtout pour les niveaux débutants ou intermédiaires. Si c'est votre cas, n'oubliez pas que la transcription de l'épisode est disponible gratuitement sur frenchcoffeebreak.com. Je vous recommande vivement d'écouter et de lire en même temps pour être sûr de bien tout comprendre. Pensez également à évaluer et partager le podcast avec vos amis qui apprennent le français. Simone Jacob est née le 13 juillet 1927 à Nice, dans une famille juive non pratiquante. Chez les Jacob, il n'y a pas de rite religieux. Les livres de prière sont remplacés par la littérature humaniste de Montaigne et de Rabelais. Les parents de Simone sont convaincus que la religion est une affaire personnelle qui n'a rien à voir avec l'État. Elle reçoit donc une éducation laïque, c'est-à-dire sans confession ni influence religieuse. Simone Veil a eu une enfance heureuse, entourée de ses parents et de ses 3 frères et sœurs, Madeleine, Denise et Jean, dont elle est très proche. En 1940, en pleine Seconde Guerre mondiale, la France est vaincue par l'Allemagne et se retrouve divisée. Le nord du pays est occupé par les Allemands et la zone sud est placée sous l'autorité d'un gouvernement dont le siège se situe dans la ville de Vichy. Ce régime autoritaire est mené en collaboration avec le Troisième Reich nazi par le maréchal Pétain et prendra le nom de régime de Vichy. Le régime de Vichy met en place des lois qui rejettent, répriment les Juifs. Ils n'ont pas le droit de travailler dans l'administration publique, par exemple. Et certaines professions, comme celle d'architecte, le métier du père de Simone, sont réglementées. Dans l'impossibilité pour son père de travailler, la famille de Simone passe alors d'un milieu bourgeois à une vie plus modeste, mais la famille reste soudée, liée. À partir de 1943,
les nazis commencent à traquer les Juifs sur la Côte d'Azur et les membres de la famille Jacob se font arrêter par la Gestapo le 30 mars 1944. Je suis arrêtée dans la rue à Nice, dans le quartier qui était d'ailleurs l'ancien quartier où nous habitions, qui s'appelait le quartier des musiciens, et assez près d'ailleurs de l'hôtel Excelsior, qui était l'hôtel où ils mettaient les gens avant d'être dans l'hôtel, avant pas très loin de la gare de la SNCF, enfin, ce qui est devenu SNCF. Je ne sais plus, c'était 2 personnes, je crois, une femme et un homme, qui me demandent mes papiers. J'étais avec un camarade, 2 camarades, et qui m'ont demandé mes papiers. Les sorties, n'imaginant pas qu'il y avait un risque. Et ils nous ont emmenés tous les 3 à l'hôtel de la Gestapo qui n'était pas loin, à pied. Et ils m'ont dit, vous avez un faux papier, etc. Je dis, mais non. Et ils m'ont montré toutes ces cartes. Alors je me suis dit, il faut que je fasse prévenir qu'ils changent de carte d'identité et autres. Et je pense qu'ils ont suivi le garçon qui a fait ça. Et j'ai donné l'adresse des gens chez lesquels j'étais en me disant qu'il n'y avait aucun risque que la famille y soit. Et par un hasard vraiment effroyable, ils sont tombés dans l'escalier, enfin, ils ont rencontré les gens qui étaient là. Simone n'a que 16 ans et avec sa mère et sa sœur Madeleine, elles sont emmenées dans le camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, tandis que son père et son frère sont déportés dans un camp de travail. À son arrivée, elle est déshabillée, ses cheveux sont tondus et elle se fait tatouer un numéro, comme une pièce de bétail. Et puis ensuite, il y a le tatouage. Alors évidemment, le tatouage, ça ne fait pas mal. Mais enfin, on se dit, si on est tatoué, c'est que d'abord, on n'est plus considéré comme des numéros, mais surtout, c'est qu'on n'est pas destiné à sortir d'ici. Enfin, c'est quelque chose qui restera pour toute la vie. Ça, c'est la chose à laquelle on pense. Dans les camps, elle subit le travail forcé, les conditions de vie indignes, le manque de nourriture, d'hygiène, les maladies, l'épuisement, le froid et l'angoisse de mourir. Elle y perdra d'ailleurs sa mère qui mourra du typhus quelques jours avant la libération. Simone et sa sœur Madeleine survivront après un peu plus d'1 an dans les camps de la mort. En revanche, elles ne reverront jamais leur frère et leur père dont elles n'ont plus jamais eu de nouvelles après leur déportation. Les 2 sœurs ont traversé ces atrocités ensemble et en sortent encore plus soudées, plus liées qu'avant la guerre. Elles rentrent en France en mai 1945 où elles retrouvent leur dernière sœur, Denise, qui a également été déportée dans le camp de Ravensbrück, en Allemagne, pour avoir fait partie de la résistance. Les sœurs Jacob tentent de reconstruire leur vie et Simone décide d'étudier le droit pour faire valoir la justice et protéger les victimes du monde. Elle s'inscrit à l'Institut de sciences politiques et à la faculté de droit de Paris et se réfugie dans le travail. Elle étudie pour se concentrer sur son avenir et non pour ressasser le passé. Pendant l'hiver 1945, elle a 18 ans et elle rencontre l'homme avec qui elle se mariera 1 an plus tard, Antoine Veil. Il est juif aussi, mais il a échappé au camp de concentration car il s'était réfugié en Suisse avec sa famille. Entre eux, c'est l'amour fou. Ils partagent la même passion pour la culture, la littérature. Ils ne se sont jamais séparés jusqu'à la mort d'Antoine en 2013. Leur premier enfant, Jean, naît en 1947. La perspective de recréer une vie de famille après avoir perdu ses parents et son frère dans les camps de concentration la réjouit.
mais elle refuse d'être femme au foyer. Pour Simone, le travail représente l'indépendance. Elle a toujours donné de l'importance à sa carrière, surtout qu'elle fait partie de la première génération de femmes pour qui c'est possible. Malgré la naissance de son deuxième enfant, Claude Nicolas, en 1948, elle réussit à passer le concours de magistrature qui vient d'ouvrir aux femmes. Elle se retrouve alors attachée à l'administration pénitentiaire, entourée d'hommes peu habitués à travailler avec des femmes. À cette époque, à la fin des années 40, la majorité des femmes sont mères au foyer car elles ne peuvent travailler qu'avec l'autorisation de leur mari. Simone subit les humiliations de ses collègues masculins, mais elle y reste indifférente. Elle se sent chargée d'une mission de la plus haute importance. Elle est responsable des femmes détenues, de leur réadaptation et de leur éducation. Elle est révoltée par les conditions de vie dans les prisons françaises, qui sont sales et surpeuplées. Pour cette survivante des camps de concentration, la situation est inacceptable et commence alors un de ses premiers combats, la lutte contre les maltraitances faites aux femmes en prison et l'amélioration de leurs conditions de vie. À la fin des années 50, désormais mère de 3 enfants, suite à la naissance de son dernier fils, Pierre-François, en 1954, Simone se rend en Algérie, alors département français, pour visiter les prisons. Elle y fait le même constat qu'en France métropolitaine. Il faut améliorer les conditions de vie indignes des Algériens en prison. Dès le début de sa carrière, elle a donc toujours milité pour les droits humains. Traumatisée par la privation de liberté qu'elle a subie lorsqu'elle était adolescente, elle se démène pour combattre les injustices infligées aux femmes, aux minorités, mais aussi aux enfants. Dans les années 60, elle sera d'ailleurs chargée de travailler sur une réforme du droit de l'adoption. Puis en février 1970, elle devient la première femme à être nommée secrétaire générale du Conseil supérieur de la magistrature. À une époque où seuls 40% des femmes travaillent, elle brise les codes. Elle est convaincue que le travail émancipe les femmes. Elle veut que les femmes aient les mêmes droits que les hommes. Alors elle se lance dans un autre combat et crée diverses mesures. L'augmentation du congé maternité, l'amélioration de la retraite pour les mères de famille et la création de l'autorité parentale pour les femmes, jusque-là réservée aux pères. Dans le cercle fermé de la politique, Simone Veil devient un symbole de la justice, de l'égalité et du bien commun. En 1974, Valéry Giscard d'Estaing est élu président de la République française. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing a atteint la majorité absolue des suffrages exprimés requise pour être proclamé élu. En conséquence, le Conseil constitutionnel proclame Monsieur Valéry Giscard d'Estaing président de la République française. Il désigne Jacques Chirac comme Premier ministre. Après les événements révolutionnaires de mai 68, les deux hommes savent qu'ils doivent réformer le pays. Les mentalités ont évolué et les Français veulent une société plus moderne et égalitaire. Jacques Chirac désigne alors Simone Veil comme ministre de la Santé. C'est la première femme ministre en France. À moins de 50 ans,
Elle incarne la femme moderne idéale. Épouse, mère, grand-mère, ministre, sa popularité ne cesse d'augmenter. Le Premier ministre Jacques Chirac est persuadé qu'elle est la personne idéale pour défendre un nouveau droit qui va révolutionner la France. L'interruption volontaire de grossesse, l'IVG. Quand Simone Veil prend ses fonctions, l'IVG est interdite en France. La loi condamne alors les femmes qui se font avorter et celles qui les aident à avorter. En 1972, par exemple, 354 femmes ont été condamnées à de la prison pour avoir avorté. C'est là qu'une autre femme célèbre dans le monde des combats des femmes va faire son entrée. Elle s'appelle Gisèle Halimi. C'est une avocate profondément féministe et proche de Simone Veil, aujourd'hui encore figure emblématique de la défense des droits des femmes. Gisèle Halimi a d'abord été médiatisée pour avoir défendu une jeune fille de 16 ans condamnée pour avoir avorté à la suite d'un viol. De nombreuses femmes célèbres, écrivaines, actrices, intellectuelles, vont se joindre à leur cause et signer une pétition nommée le Manifeste des 343. 343, c'est le nombre de femmes qui ont signé ce manifeste pour avoir avorté dans l'illégalité. Mais elles ne seront ni attaquées ni poursuivies par la justice du fait de leur célébrité. Le procès de la jeune fille défendue par Gisèle Halimi ainsi que le manifeste des 343 permet de rallier l'opinion publique du côté des femmes que les Français ne veulent plus condamner pour avortement. Pour vous donner un ordre d'idée, au début des années 1970, ce sont 300 000 femmes qui avortent chaque année dans des conditions épouvantables, entraînant des risques d'hémorragie, d'infection, de stérilité et même de mort. Au vu de sa popularité, le président de la République Valéry Giscard d'Estaing va donc confier à Simone Veil la lourde tâche de présenter un projet de loi sur l'IVG. Elle commence par renforcer la loi permettant aux femmes d'accéder à la contraception remboursée par la sécurité sociale. Puis elle annulera toutes les poursuites envers les femmes ayant choisi d'avorter. Il faut imaginer une période de déchirement politique, mais aussi médical. Une révolution s'annonce. Le 26 novembre 1974, Simone Veil présente son projet de loi à l'Assemblée nationale, composé de 480 hommes et 9 femmes. Écoutez. Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Son discours n'est pas féministe ni philosophique, elle aborde plutôt le sujet de manière factuelle, en exposant les risques de l'avortement illégal pour les femmes, mais aussi leur position inconfortable puisqu'elles sont blâmées par la société et considérées comme des criminels. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites.
Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Son discours historique est suivi par un débat intense de 25 heures, accompagné de manifestations et d'insultes violentes. Simone reçoit des courriers de soutien, mais aussi des lettres de haine contenant des croix gammées, le symbole nazi. Un député la compare même à une nazie, elle qui a vécu l'enfer des camps de la mort. Finalement, le projet de loi est approuvé dans la nuit du 28 au 29 novembre avec 284 votes et la loi Veil est officiellement adoptée le 20 décembre 1974. La loi fait de Simone Veil une personnalité politique très appréciée du grand public. En tant que ministre de la Santé, elle améliore aussi le quotidien à l'hôpital et la qualité des soins. Pour elle, l'humain est au centre de ses décisions. Elle ne tolère pas qu'on traite des hommes, des femmes, des enfants comme des numéros, comme elle a pu le vivre dans les camps. En 1979, elle quitte son poste de ministre de la Santé et se présente aux élections européennes. Le président français Valéry Giscard d'Estaing et le chancelier allemand Helmut Schmidt voient chez cette femme, née dans une famille juive, française et rescapée des camps, le nouveau visage de l'amitié franco-allemande. Simone Veil est élue présidente du Parlement européen. À 52 ans, elle est la première femme à accéder à cette fonction. Dans son premier discours, Simone Veil parle de sa volonté d'œuvrer pour la paix, pour la liberté et pour le bien-être des Européens. Par la suite, elle créera notamment au sein du Parlement européen une commission du droit des femmes qui se battra pour l'égalité salariale et la promotion des femmes dans la politique, trop représentées par des hommes. En 1981, la France élit un nouveau président de la République, François Mitterrand. Simone Veil quitte son poste au Parlement européen. Le jour de son départ, elle est applaudie pendant 5 longues minutes par ses collègues. Toute sa vie, elle continuera à se battre pour les droits humains. Elle a notamment travaillé sur le sida et la toxicomanie et a mis en place le préservatif à 1 franc. Elle a également continué son combat pour les femmes en obtenant le remboursement de la péridurale par la sécurité sociale et en créant plus de crèches. Pour elle, l'émancipation des femmes passe par leur carrière et plus uniquement par leur rôle de mère. À 83 ans, en 2010, Simone Veil devient une immortelle de l'Académie française. Si vous ne connaissez pas cette institution, laissez-moi vous expliquer rapidement. L'Académie française a été créée en 1635 par le cardinal Richelieu avec la mission de définir et défendre la langue française, de lui fixer des règles et de la rendre compréhensible par tous. C'est une institution très formelle qui fonctionne de manière très solennelle. Il y a 40 sièges au total, occupés par ce qu'on appelle les immortels, en référence à la devise de l'Académie française, à l'immortalité. Pour y entrer, il faut être élu par les autres membres. Et devinez quoi, très peu de femmes en font partie. Simone Veil aura décidément marqué l'histoire jusqu'à la fin de sa vie. Elle n'a pas été élue pour son œuvre littéraire, mais pour son parcours de vie. Écoutez.
Des roulements de tambour, des habits verts et brodés, des épées et des discours. Depuis 1635, c'est comme ça sous la coupole quand on accueille un nouveau, salué le plus souvent pour son œuvre littéraire. Aujourd'hui, c'est un destin et la façon d'y faire face que l'on a salué. Simone Veil elle-même ne s'y trompe pas. N'ayant moi-même aucune prétention littéraire, tout en considérant que la langue française demeure le pilier majeur de notre identité, je demeure surprise et émerveillée que vous m'ayez conviée à partager votre combat. Comme tous les autres immortels, elle reçoit une épée qu'elle a voulue avec la devise de l'Europe, unie dans la diversité, et son numéro de déportée. Simone Veil s'éteint le 30 juin 2017 à presque 90 ans. À son décès, des hommes politiques de tous les partis ont demandé à ce qu'elle soit inhumée au Panthéon, ce qui arrivera en 2018 en compagnie de son époux. Depuis le XVIIIe siècle, le Panthéon accueille les sépultures de grandes personnalités qui ont marqué la France. Artistes, figures politiques, scientifiques, écrivains, militaires et même résistants. Au total, 77 hommes y sont inhumés, comme Victor Hugo, Émile Zola, Léon Gambetta ou Voltaire. Simone Veil repose aux côtés de 5 autres femmes, comme la célèbre physicienne et chimiste Marie Curie, première femme à entrer au Panthéon en 1995, mais aussi Germaine Tillon, résistante, et Joséphine Baker, artiste et résistante. Si vous souhaitez en savoir plus sur Simone Veil, je vous recommande de lire son autobiographie intitulée Une vie et publiée en 2007. Si c'est trop difficile pour vous, il existe une biographie de Simone Veil en roman graphique. Ça s'appelle Simone Veil, l'immortelle. Son destin incroyable a inspiré de nombreux artistes. C'est pourquoi vous pouvez également retrouver un film qui s'appelle Simone Veil, le voyage du siècle, sorti en 2021, qui retrace son parcours. Les ressources sont nombreuses pour découvrir ou redécouvrir le destin époustouflant de cette grande dame. La chronique, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé connaître la vie de Simone Veil autant que moi. Si cet épisode vous a plu, pensez à évaluer et partager le podcast pour lui donner plus de visibilité. Nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode de la chronique. En attendant, retrouvez French Coffee Break sur les réseaux sociaux et sur YouTube pour du contenu en français au quotidien.